une toast de la plume du meilleur journaliste sur le beat du Canadien, Guillaume Lefrançois. On apprend. Est-ce que c'est Guillaume? J'ai pas. C'était dans la presse. Écoute, c'est pas une révélation. Ça n'a pas pris une grande enquête. Alexandre Carrier l'a dit dans un point de presse. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti. Ouais, c'est Guillaume. Une toast, c'est le rituel d'avant-match de Zachary. OK. Alors là, j'envoie. Je veux en savoir plus. Quel type de pain? Il s'est pas mentionné. Est-ce que c'est juste une toast sèche? Parce que c'est intéressant, là. Est-ce qu'il met de la margarine végétale? C'est ça, dessus, exactement. du beurre? On veut savoir. Est-ce qu'il y a une protéine? C'est une protéine végétale, animale? Philippe Dano faisait ça aussi, lui, avec une toast au sirop d'érable. Avant les matchs. Avant chaque match? Ben, c'était son habitude. Je sais pas si c'était avant chaque match, mais pour lui, c'était... Puis après les matchs éliminatoires, il mangeait de la pizza. Ouais. Puis il nous souhaitait bonne Saint-Anne. C'est ça. Une toast au sirop d'érable, il trempait dans le sirop d'érable ou il mettait le sirop d'érable parce que ça dégouline? Je pense que, je sais pas quelle était sa méthode exactement, mais je pense que l'idée qui était derrière ça, c'est ça dégoulinait de sirop d'érable. Okay. Parce qu'il aime ça, puis il avait besoin de ça. C'est pas dans le pain. Il avait besoin de ce type d'essence-là. C'est peut-être pas autant... Ouais, dans ce cas-ci, c'est peut-être pas autant la toast que le sirop d'érable. Justement, d'où... Je pense une enquête nécessaire. Il faut aller au fond des choses. Parce que quelqu'un qui mange juste une petite toast de pain comme ça, c'est révélateur de sa personnalité aussi. Là. Le petit toast qui vient avec. Non, c'est pas grave. Non, mais on a fait ciné-cadeau. Oui, c'est ça. C'est dans les 12 travaux d'Astérix. Bravo. Est-ce qu'on refera un bout du dîner de con dans cet épisode? Pourquoi pas? Pourquoi pas, peut-être. Je faisais... hier, j'étais... Ça monte le niveau, je trouve, les extraits de films qu'on retient. Quand j'avais un segment le matin à BPM Sport, c'était constamment des extraits du film Slapshot. Ah oui? Puis là, ici, c'est Dîner de con. Tu vois, c'est pas le niveau est beaucoup plus... On voit qu'ici, le niveau est plus relevé. Non. Les centres d'intérêt sont différents. Le niveau de langage. Les intellectuels de la couverture sportive. Les intellectuels. Mais c'est intéressant de voir que les discussions autour de la machine à café chez Canadien, mais ça se passe autour d'une toast. Autour d'une toast. Finalement. Voilà. Il y a là un segment aussi. Oui. Après possession, puis on avait d'autres choses, me semble. Ça ferait un bon titre d'émission. Il y avait Caméra Café. Là, ça ferait... Toast et café, ça a déjà existé. Autour d'une toast. Autour d'une toast. Alors, on veut en savoir plus. Marc-Antoine. Oui, OK. Je me mets sur le aussi. Je t'en parle. Puis, on verra. Il y a une bonne enquête à faire là-dessus. Oui. OK, aujourd'hui, voici Zachary. Mine de rien, les absents sont nombreux. Et combien pour un pingouin? C'est tellement hockey, épisode 450. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut! Bonjour. Bonjour, Marc-Antoine. Il est top shape. Ish. Est-ce qu'on peut... Ben oui. Est-ce que c'est un tabou? Non. C'était le traditionnel party des gars du beat. Ouais. La soirée karaoké. C'est ça. Après avoir terminé mon article après le match. Donc, c'est ça. Donc, tu as fini ton article, tu es allé chanter du Niagara, puis tu es rentré, tu es arrivé... tu nous as rejoints directement après. J'y ai pensé. J'y ai pensé, mais je suis passé chez moi quand même. Alors, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Tellement frippé » au lieu de « tellement... » Oh, j'aime ça. J'aime ça. C'est excellent, ça. Ouais. Très bon. OK, voilà. Donc, il s'appelle Marc-Antoine Godin. Encore. Votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Bonjour, Salut, messieurs. Martin. Bonjour. Martin, lui, Bonjour, qui est Martin. toujours bien repassé. Ouais. Il est toujours repassé. Moi, Martin. je suis invité à chaque année, puis je sais pas, je suis trop vieux pour aller faire du karaoké. Mais on a déjà fait les chansons de karaoké. On a déjà partagé ça. Ben oui. OK, on le refera pas, mais bon. Donc, c'est ça. Allez réécouter l'épisode, je sais pas, 220. Je m'appelle Alexandre Coupal. Absolument, je m'en sors bien. Puis il faut croire que ça a été une bonne production. Mais je pense que l'équipe, en général, on a bien joué. Je pense que notre trio a bien joué aussi. Cole a fait une super belle passe sur mon premier but. Donc, je pense qu'on commence à bien se compléter en tant que trio. Puis on crée une certaine chimie. Donc, il y a beaucoup de crédit aussi qui revient à mes coéquipiers. Donc, je suis content. Puis il faut juste continuer sur cette lancée-là. T'es un Zachary de bonne humeur.
Qu'il était de... Hein, j'aime pas tant m'attarder à ça, mais la célébration après son but, et que ça avait l'air de faire du bien. Ouais. C'est un garçon... il est expansif quand même, ou du moins, il y a quelque chose de il y a une de énergie. sincère. Ouais, il est très sincère, très transparent. Il montre... il n'hésite pas à montrer ses émotions. Il est honnête dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense. Il est honnête dans son auto-évaluation aussi. Martin Saint-Louis en a parlé après la rencontre hier. Mais c'est vraiment un bon garçon. Puis il a l'air content d'être là. Sincèrement content de jouer pour le Canadien de Montréal. Puis c'est le fun. Je ne sais pas exactement où il va mener sa carrière, à quel point il peut devenir bon. Mais je trouve que c'est un intéressant projet pour les Canadiens, ce gars-là. Ouais. Puis ces 2 buts-là, vous en avez entendu parler abondamment, là, c'était ses premiers au Centre Bell et tout, mais au-delà de ça, et souvenez-vous, je pense que c'est mardi, on discutait de ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée de répartir les forces. Slavkovski sur le deuxième trio, je trouvais ça. Et j'en étais venu cette semaine à me dire... Finalement, on n'a peut-être pas les ressources pour faire ça parce que ça faisait un petit bout là, que le premier trio, celui de Suzuki, n'avait pas fait allumer la petite lumière rouge. C'est ça, pour que... C'est une belle idée là, de répartir les forces, mais c'est ça, il faut que ce trio-là fonctionne. Il obtenait quand même des chances de marquer, même si la production n'était pas là. Moi, je suis un... Je sais pas si on peut utiliser ce mot-là quand on pratique notre métier, mais je suis un fan de Zachary Bolduc parce que je trouve que c'est un joueur complet et c'est le type de joueur qui convient parfaitement pour jouer avec Caulfield et avec Suzuki. Il n'a pas peur de s'impliquer physiquement. Il est capable de remporter ses bagarres. Il y a un petit peu de chien aussi. Il y a un petit côté... Tout à fait. Oui. Il aime ça. Il y a un petit côté méchant. Il aime ça. Ouais. Il aime ça... Mettre le feu aux poudres. Oui, absolument. Jouer les agitateurs un peu. Il y a un tir incroyable. Il a un très bon sens du hockey. Il est capable de jouer avec des gars intelligents. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans son coffre à outils. Et tu regardes Slavkovski, jouait au sein du premier trio. Tu te dis... c'est le portrait type de l'attaquant de puissance. C'est un gros bonhomme, 6 pieds 3, 225 livres, il patine bien, mais il joue pas comme un gars de 6 pieds 3, 225 livres, Slavkovski. Quelquefois, parfois, dans certains matchs durant la saison, tu dis, OK, là, wow, il y a une grosse présence physique, mais c'est un gros bonhomme qui joue plus en finesse. Il n'est pas méchant. Il n'y a pas cette méchanceté-là, alors que Bolduc, là, et tu regardes, il est rendu à... Il y a le rythme d'une saison de 22 buts présentement, alors qu'il n'a pas joué la moitié des matchs avec les joueurs offensifs au sein de trios offensifs. Il a été inséré dans l'avantage numérique, retiré à certains moments, mais il va flirter avec les 30 buts à un moment donné, je pense. Ouais. Il y a ce tir-là, il y a cette intelligence-là. Puis tu regardes, je suis d'accord avec Marc-Antoine, il y a des gars, des fois, des jeunes joueurs, puis tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils souffrent un peu du syndrome de l'imposteur parce qu'ils trouvent ça gros, la Ligue nationale. Lui, tu sens qu'il est comme un poisson dans l'eau. Il est parfaitement à l'aise d'être là, puis jouer avec les meilleurs joueurs de l'équipe, puis ça n'a pas l'air être une montagne pour lui. Alors, il est juste en train de, comme disent nos amis anglophones, dégratigner la surface. Alors, c'est ça. C'est une très belle acquisition. Dans le cas de... tu dis qu'il a tout ce qu'il faut pour jouer avec Suzuki et Caulfield. Je pense que si on fait la liste de tous ses atouts, c'est vrai qu'il coche plusieurs cases en termes de ce qu'il est capable de faire. Sauf que il faut quand même admettre là, qu'il n'est pas encore... Il est à sa 2e année dans la Ligue nationale, puis il n'a pas encore mis tous ces atouts-là ensemble. Il n'est pas la somme de toutes ces parties encore. Puis, le jour où il va l'être, où il va faire en sorte que tous ces éléments-là vont fonctionner là, en conjonction, à ce moment-là, je pense qu'il pourrait être le complément idéal pour Suzuki et Caulfield, mais on n'en est pas encore là tout à fait. Puis Martin Saint-Louis... Ce qui est normal. C'est tout à fait normal. Ouais. Martin Saint-Louis, on l'a entendu avec les années parler souvent des mêmes notions qui lui tiennent à cœur et qui, selon lui, sont importantes dans le développement d'un joueur.
des choses comme le contrôle de la vitesse. C'est bien beau de vouloir être super rapide, mais quand est-ce que tu accélères? Est-ce que tu es capable de décélérer aussi pour identifier où tu dois aller, à quel moment précisément, te réguler finalement pour utiliser ta vitesse pour être dans les zones, dans les espaces libres au moment opportun. Ça, c'est quelque chose que Bolduc doit ajuster. Puis c'est le fameux jouer sa game, apporter sa game dans la game. T'sais. Alors, il disait ça autrefois, Martin Saint-Louis, d'être capable de faire fi un petit peu, de dire, OK, voici les outils que je veux mettre en valeur qui font de moi un bon joueur de la Ligue nationale, puis simplement rester à l'écoute de ce qui se passe devant toi, puis d'être au service du match. Parce que la game lui parle. La game lui parle. Faut que tu l'écoutes. Exactement. Fait que ça, je pense que quand Bolduc va avoir ajouté ces notions-là, je pense qu'il va être en mesure vraiment de mieux compléter Suzuki et Caulfield, parce que pour l'instant, c'est vraiment essai et erreur. Il y a des soirs où ça fonctionne très bien, il y en a d'autres où c'est plus difficile. Je soupçonne Suzuki de s'ennuyer un petit peu de Slavkovski sur son trio, mais si on veut distribuer les actifs sur différents trios. Puis, répartir les forces. Oui. Ben, à ce moment-là, ça prend un troisième homme sur ce trio-là. Puis à défaut de Slavkovski, je pense que parmi tous les autres joueurs qu'il y a en santé présentement, ben, Bolduc est probablement la meilleure option. Alors, c'est pour ça que moi, même si ça se prolonge depuis quelques semaines déjà, je continue de croire qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une audition pour lui. Parce que c'est un gros morceau de se retrouver à l'aile sur le premier trio du Canadien de Montréal quand tu es en deuxième année dans la Ligue nationale. Ouais. Mais peut-être que son match d'hier va lui donner l'élan dont il a besoin. Avec les responsabilités défensives que ça implique aussi d'être sur le premier trio, lors de la première audition, entre guillemets, ça avait peut-être été plus problématique. Là, ça semble... enfin, c'est moins apparent. Ben, c'est sûr que jouer au sein du premier trio, c'est quelque chose d'ardu. Puis jouer au sein du premier trio chez le Canadien cette saison, par rapport à quand Slavkovski est arrivé, pas la saison précédente, l'autre avant. C'est sa quatrième année. Donc là, on parle de 22-23. C'est ça. Mais même, quand Slavkovski était placé avec Suzuki puis Caulfield, là, c'était pas important. Fallait pas gagner trop de matchs, puis on travaille les concepts, ça va bien. Là, lui, il arrive, puis... c'est la vraie affaire. C'est affronter les meilleurs trios soir après soir. C'est ça. Puis Martin Saint-Louis dirige un peu plus avec le couteau sur la gorge. Hier, c'est Struble hier qui a passé un long bout de temps sur le banc. Il a eu une présence en début de troisième période, ça a été terminé après. À un moment donné, c'est ça, en deuxième, il a commis deux revirements sur la même présence en zone défensive. Je dis, après ça a été difficile. C'est ça. Mais fait que l'équipe n'est pas dirigée de la même façon. Tu n'as pas la même marge de manœuvre pour t'épanouir puis dire j'ai mon temps pour faire mes apprentissages, puis l'entraîneur qui te donne une tape dans le dos après le match. Là, c'est la belle phase, disons, récréative. C'était quoi ça? C'est quoi cette période-là? Est-ce qu'on a vécu ça? On était là. C'était comme avancer vers l'arrière, mais il ne faut pas trop que ça paraisse. Là, c'est différent. Puis, en tout cas, moi, j'aime beaucoup le comportement de Bolduc. Puis, il s'inscrit dans une lignée de joueurs québécois qu'on a vus au cours des dernières années. Philippe Danault était de ça, qui n'avait pas l'air de chevreuil sur l'autoroute devant les phares d'une voiture là, parce qu'il jouait à Montréal. Écoute, honnêtement, ça doit être le fun d'avoir 21, 22 ans puis jouer pour le Canadien. Là. C'est supposé. C'était un vrai joueur de hockey. Là. C'est une belle place. Non, mais il y a une mentalité au sein de la direction qui semble s'être transmise de direction en direction à zéro. La pression, c'est pas facile. Jouer pour les Yankees de New York, ça ne doit pas être facile non plus. Puis pour les Red Sox de Boston. Mais il n'est pas arrivé à Montréal, par exemple, avec une étiquette là, de joueur étoile qui faisait en sorte que les attentes puis la pression sur lui étaient immenses. Je trouve qu'il était prometteur. Je pense qu'il avait déjà laissé entrevoir de belles choses avec les Blues de Saint-Louis l'année dernière. Mais en même temps, il est arrivé dans un rôle où il va s'insérer. On va lui trouver une place, mais c'est pas lui qui avait véritablement le fardeau de la preuve. Ça aide dans ce temps-là. Surtout si t'es un Québécois. C'est intéressant que tu dis ça parce qu'on dirait que ça aussi... Je ne sais pas si ça a changé, je ne sais pas si c'est égal, mais quand Joshua Roy avait ses premiers succès un peu, souvenez-vous, j'arrêtais pas de dire comment ça on capote pas tant que ça. Bon, évidemment, là,
rétrospectivement. Tu vois pourquoi? mais Philippe Danault, c'était pas ce genre de joueur-là, mais même Mike Matheson, peut-être aussi qu'il n'obtient pas le crédit qui lui revient, mais on est peut-être moins aussi, je sais pas, là, à la recherche du sauveur québécois. Je me rappelle, mettons, Jonathan Drouin. Quand Jonathan Drouin a été échangé, ouf, là, c'était comme la grosse affaire. Alors que... Mais c'était pas la même. Drouin est arrivé, là, il avait connu de très bons moments à Tampa. Je me souviens des séries éliminatoires avec Tampa contre Détroit, notamment. Là, il était le joueur le plus électrisant sur la patinoire. Il y avait... C'était une catégorie à part. Ben, en termes d'habileté, Ouais. il n'y avait peut-être OK. pas tout le coffre d'outils au complet, mais quand Jonathan Drouin est arrivé, il s'est mis de la pression aussi sur les épaules. Souvenez-vous, il est arrivé avec il n'avait pas fait un méga don à l'hôpital en arrivant. Pendant, je vais être un des joueurs les plus reconnus de l'histoire de cette organisation-là. Il avait placé la barre très haute, puis on l'a fait jouer au centre en partant parce que l'équipe n'avait pas de joueur de centre, puis ça a déboulé, là. Ouais. Bolduc arrive dans un contexte différent, mais écoute, ce gars-là est passé dans son hockey mineur dans des programmes de très grande qualité. Il sait qu'il peut jouer avec des bons joueurs, puis il respire la confiance. Puis moi, je maintiens que c'est un atout d'avoir... c'est pas un fardeau pour un Québécois de jouer à Montréal. Là, peut-être que Samuel Montembeault trouve que c'est un fardeau parce que quand les choses vont moins bien, les gens se sentent peut-être plus libres d'interpeller un Québécois que... Un gardien qui vient d'ailleurs, mais écoute, c'est un moyen stimulant là, de jouer à Montréal. Enfin, ça peut l'être. Là. Moi, je vois des bons côtés ou enfin des avantages. C'est sûr que de comprendre le français sur les réseaux sociaux, ça peut être un couteau à deux tranchants quand ça va moins bien. Je pense que Marc-Antoine t'écrivait... Tu as parlé d'audition, mais puis c'est quelque chose dont on a parlé. Peut-être que quand Kirby Dach va revenir, il va être un candidat à compléter ce trio-là. Mais reste que, c'est ça, il va y avoir un défi. C'est trop de talent. Il y a trop de bons joueurs dans cette équipe-là. Il va y avoir un défi, c'est ça, là, d'en donner à tout le monde. Oui, mais ce qui est frappant, puis on l'a constaté encore hier, c'est à quel point la présence d'Alexandre Texier change la donne favorablement pour le Canadien parce que subitement, l'absence de certains attaquants ne se fait pas autant sentir parce que Texier a trouvé sa place. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sur un trio davantage à caractère défensif qu'il trouve sa niche à côté de Jake Evans, mais il apporte de la vitesse puis une composante offensive à ce trio-là. Mais avec Evans et Anderson, la complicité est là. Ce trio-là a vraiment pris une coche depuis que Texier est là. Puis ça fait en sorte que si Bolduc fonctionne avec Suzuki puis Caulfield, t'as un trio. On sait que il y a des soirées en dents de scie pour le trio de Kapanen au plan défensif, mais ils sont quand même capables de livrer pas mal au plan offensif. Puis Texier, Evans, Anderson, c'est une unité qui devient rapidement très fiable. Fait que là, t'as un top 9 qui réussit à se maintenir en dépit de l'absence de Dach, Newhook, Laine. C'est intéressant, ça, puisqu'il y a pas si longtemps, ça tenait vraiment avec de la broche, puis on pouvait pas imaginer 3 trios relativement solides, sauf que ces mouvements de personnel-là, ces déplacements-là ont vraiment pas sauvé le Canadien, mais certainement aidé sa cause. Texier, c'est impressionnant l'attaque qu'il génère depuis quelques matchs. Là. On dirait que ça l'a complètement revigoré d'arriver à Montréal. Je pense qu'on en avait parlé au balado après son arrivée à Montréal. Quand on a annoncé son arrivée à Montréal, j'avais regardé ses derniers matchs avec les Blues. Puis, tu voyais que c'était un excellent patineur, bon en échec avant, mais il avait l'air éteint. T'sais, quand un athlète est malheureux dans son environnement ou qu'il a l'impression qu'il n'y a pas d'avenir dans cette équipe-là puis qu'il travaille pour rien, là, mais il a vraiment retrouvé l'étincelle. Puis, juste pour revenir sur Bolduc, dont on parlait tantôt, j'ai fait une petite comparaison entre Slafkovský et Bolduc depuis le début de la saison dernière. Puis, on est tous d'accord pour dire que Slafkovský va très, très bien. Là. Ouais. J'ai fait les statistiques depuis le début de l'année 2025, puis je pense qu'il était sur le bord d'avoir 25 buts dans l'année calendrier, Slafkovský. Mais tu regardes depuis le début de la saison dernière, donc, Slafkovský, en 112 matchs, a marqué 27 buts.
Et Bolduc, en 105 matchs, a marqué 26 buts. Ah ouais. Alors, c'est quand même... Et tu sais, Slavkovski a joué avec... Sur l'avantage numérique. En Cadillac. Premier trio. Ouais. Zachary Bolduc a été plus... plutôt qu'être sur l'autoroute, était plus sur le chemin de Garnotte. J'oserais... Fait que c'est quand même intéressant. Là. Il y a un potentiel offensif là. On se disait que le départ d'Emil Heinemann semblait promis à produire offensivement plus que ce qu'on attendait de ce genre de joueur-là. Puis il apportait beaucoup. Et Bolduc va probablement surpasser ça, à mon avis. Je pensais à ça, à vous demander à choisir entre Heinemann, puis parce qu'Heinemann, ça va super bien à Long Island. Parce que c'est un peu ça qui est arrivé cet été. On a un peu remplacé Heinemann par Bolduc. Mais j'allais vous le... C'est une question, là, ça peut rester... Moi, j'aime... si on est pour... Tu fais de la comparaison de deux joueurs, si on est pour comparer Bolduc et Heinemann, j'aime de Bolduc le fait qu'il est constamment dans l'enclave. Il converge vers le centre entre les deux points de mise en jeu, puis il est à l'aise dans cet environnement-là. Il y a des joueurs, on dirait qu'il y a une clôture autour de cette zone-là qu'ils ne peuvent pas franchir. Mais lui, sans dire que Heinemann était frileux, il travaillait un peu plus sur les ailes. Il attaquait vraiment sur en montée offensive, là, sur le rush, mais il arrivait plus sur les ailes puis il tirait. Ils ont tous les deux des tirs de bonne qualité. Peut-être que celui de Bolduc est légèrement supérieur. Mais en échec avant, Heinemann est plus régulier dans son échec avant, dans sa robustesse. Il est plus avancé au plan défensif également. Cette année, avec les Highlanders, il joue en infériorité numérique. Ce serait utile si Bolduc pouvait faire ça. On n'en est pas là. Alors, moi, je les prendrais tous les deux. Oui. Heinemann, c'est une perte. Bonne réponse, Marc-Antoine. Merci. DG, as-tu déjà pensé faire ça? DG d'une équipe de la Ligue nationale, tu penses que tu serais bon? Oui, hein? Ouais. Mais je pense en général, les défenseurs vont toujours te dire qu'ils sont toujours plus efficaces avec plus de volume. Mais tu sais, on est quand même beaucoup de profondeur, surtout quand Mike est dans le line-up, quand Goulet est dans le line-up, c'est beaucoup de profondeur. Fait que, c'est un bon problème à avoir, mais c'est dur à donner beaucoup de quantité à bien des gars quand on a tout le monde en santé. Fait que tu sois capable de nous donner de la qualité no matter what. Peu importe. Peu importe, mais je trouve qu'il nous donne du bon hockey récemment, Alex. Puis c'est sûr, peut-être avec un petit peu plus de temps. Puis là, mais il faut remplacer les minutes de Mike un petit peu. Je pense que ça va lui donner de la confiance. Puis ça va mettre notre équipe encore meilleure, mais qu'on reçoit tout en santé. Là, on rit, là, puis on s'amuse, là, mais c'est ça, mine de... Je trouve ça... Juste avant que tu y ailles avec ta question, parce que j'ai accroché sur quelque chose dans l'extrait, je trouve ça fascinant que depuis 3 ans, on assiste à la refrancisation de notre entraîneur en direct. Il y a toujours... C'est instructif. Non, mais c'est sympathique. Absolument. Il y a toujours le réflexe d'essayer de se tourner vers Chantal pour essayer de trouver la bonne expression. Il y a beaucoup d'entraîneurs à travers l'histoire qui ne se souciaient pas trop de ça, mais non, t'as raison. Il a fait... Ce serait intéressant de passer des points de presse de sa première année ou de ses, mettons, 10 premières semaines à maintenant. Il y a beaucoup. Il a vécu dans un environnement anglophone depuis l'université depuis longtemps, mais on va le finir par l'avoir. Oui. C'est un beau projet de vacances, ça. Revisionner les conférences de presse de la première année. Et de noter les anglicismes. Et de faire un inventaire. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Mais je suis très mal élevé. Non. C'est quand tu veux. C'est bar ouvert. Okay. Tu te gênes jamais. Non, j'allais dire... Puis d'ailleurs... Pas toi, par exemple. Non. Juste Martin. J'allais dire, mine de rien, c'est un gros trou là, dans... Ça va plutôt... Ben, les Blackhawks hier, c'était pas une grosse opposition. Là, on fera pas semblant. Mais l'équipe accumule des points. Je veux dire, le bateau prend pas l'eau. Malgré le fait que... on a parlé de l'attaque, il manque bien du monde, puis ça paraît pas tant, mais en défense, je m'excuse, c'est 2 morceaux très, très importants de cette brigade défensive-là qui sont pas là quand Matheson est absent. D'ailleurs, est-ce qu'on... Faut-il s'inquiéter? s'inquiéter? Écoute, c'était évaluation quotidienne. Ils ont été particulièrement peu loquaces à propos de Mike Matheson, mais dans l'extrait que tu as fait jouer, Alexandre...
C'est tout moi, ça. On croit comprendre qu'il y en a pour encore un petit bout. T'sais, on va, pendant qu'il n'est pas là, etc., il parle au futur. Ouais. Il y a pas, il gère pas ça comme en fonction du fait que Matheson va revenir samedi soir. Là. Alors, Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Un gars peut être sérieusement blessé et se faire examiner tous les jours. Ben, Ça écoute, veut dire ce que ça veut dire. Là, mais... Comme disait, c'est John Cooper qui disait, en anglais, il disait, à l'époque où André Palat jouait pour le Lightning, Oui. il disait, Palat is day to day, but then again, aren't we all? Il est au jour le jour, mais ne le sommes-nous pas tous. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pas rassurant, si je comprends bien. Ben écoute, tant on a eu des épisodes par le passé de joueurs qui ont été justement fait l'objet d'une évaluation quotidienne pendant des mois. Mais non, je ne m'inquiéterai pas encore. Mais c'est sûr que ce sont des grosses minutes qui soudainement sont libérées. Puis je pense qu'on a vu dans les dernières semaines à quel point déjà l'absence de Kaiden Goulet se faisait sentir. La stabilité défensive qu'il apporte, la robustesse qu'il apporte. Parce que c'est bien beau d'être robuste, mais il faut que tu sois capable de jouer des minutes importantes. Puis ça, je pense que c'est un défi que Struble et Jacky ne parviennent pas à surmonter. Alors, là, pour l'instant, Carrier joue davantage, c'est bien. Évidemment, il y a des responsabilités accrues défensivement en l'absence de Matheson. C'est Lane Hudson qui joue plus en infériorité numérique aussi. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est une occasion là, pour des gars comme Struble puis Jacky d'aller chercher, de réclamer ces minutes-là. Puis ils s'en font donner des miettes là, ici et là. Mais c'est clairement pas convaincant, suffisamment en tout cas pour que l'entraîneur-chef se tourne vers eux avec régularité. T'sais, depuis le début de l'absence de Goulet, il n'y en a aucun des deux qui s'est vraiment affirmé suffisamment pour dire ce poste-là, il est à moi. Puis quand Goulet va revenir, puis quand Matheson va être revenu, il va falloir que quelqu'un me passe sur le corps pour me l'enlever. Mais on n'aura pas plus de réponses. T'sais. Et puis, dans l'intervalle, c'est peut-être Adam Engstrom qui va les avoir doublés par la droite. Ouais. C'est un peu ça qui est en train de se passer, non? Déjà? Ben, écoute... Engstrom est un meilleur joueur de hockey. Il est plus intelligent sur la glace. Puis Martin Saint-Louis, défensivement, la valeur cardinale qu'il accorde aux défenseurs, c'est est-ce que tu es capable de suivre la parade au plan de la mobilité? Est-ce que tu es un bon patineur? Parce que si tu es un bon patineur, tu vas pouvoir être le premier sur la rondelle, tu vas pouvoir être confronté aux meilleurs attaquants adverses. Puis si jamais tu n'es pas tout à fait un bon patineur et tu es capable de très bien défendre avec ton bâton, avec ton intelligence de jeu, la robustesse, oui, mais ça arrive après, je crois, dans son évaluation. Alors, si tu es un joueur qui est robuste, mais qui est capable d'avoir d'autres éléments, puis ça, c'est là où Goulet, je pense, est très intéressant comme profil de joueur. Ouais. Le Canadien aurait besoin de plus de robustesse sur une base quotidienne dans sa formation, mais je continue de voir match après match. Là, hier, c'était Struble qui avait de gros ennuis. Précédemment, ça a été Jacky, puis ils alternent ça, on dirait. Mais je ne sais pas s'il y en a un des deux qui va vraiment prendre la coche dont le Canadien a besoin. Puis peut-être que on va se ramasser dans une situation où l'organisation va se dire, on va se tourner vers Engstrom, puis on va se concentrer, on va miser davantage encore sur des défenseurs à caractère mobile plus que costaud. Tu sais, hier, c'était pas un match menaçant pour le Canadien. Là. Les Blackhawks ont généré pas loin de 0 comme dans Ouellet en attaque. Là. Moi, je leur ai donné 5 chances de marquer dans le match, puis il y en a 2, je les ai donnés en troisième période, un peu par pitié. Là, je me disais, non, est-ce que je suis biaisé? C'est pas normal. C'est pas normal que tu sais, il y en a qui étaient limites. Là. Je dis, c'est pas normal qu'il y ait juste 3 chances de marquer dans le match. Fait qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de grandes menaces. Ouais. Quand tu te fais clouer au banc dans un match comme ça, c'était quand même un match serré, mais le Canadien, défensivement, était très bon. Fait que pour Struble, de se faire coller au banc... c'est pas bon signe. Dans un match comme ça, c'est ça. Alors, puis tu sais, Jacky qui connaissait un match honnête, ça va prendre une pénalité en troisième période qui aurait pu ouvrir la porte aux Blackhawks. Fait que, tu perds de la confiance de ton entraîneur dans ce temps-là. C'est une question de confiance, le coaching. Là.
Alors, si ton entraîneur, tu lui donnes des raisons régulièrement de ne pas te faire confiance, ben c'est très difficile de sortir de ça. Mais Lane, Hey. Quel joueur? quand même. Ah, Il est bon. Tu vois, tu voulais le... Lane, il est bon. Ouais, c'est dit. C'est quand ça même l'important. 3 mentions d'aide hier. C'est quand même digne de mention. Il est rendu à 99 points. Donc, il aura bientôt son 100e point en carrière. Et il y a 118 matchs de disputés. Et le défenseur dans l'histoire du Canadien qui a atteint le plateau des 100 points le plus rapidement, c'est Chris Chelios en 1983-84. Il avait fait ça en 130 matchs. Oh là là! Fait que, écoute, ça poursuit sur la même lancée. C'est le même genre de statistiques qu'on sortait l'année passée pour un défenseur recru, là, mais la cadence... Elle s'accélère, non? Parce qu'il me semble que l'écart se creuse. Je me rappelle pas bien des stats de l'an passé, mais ils étaient quand même plus proches. Il y a un petit peu plus de buts cette année. Il est sur un rythme, un nombre de buts un peu plus élevé, autour de 60 mentions d'aide aussi, ce qui est très difficile à atteindre comme défenseur. Souvent, c'est ça, il y a des défenseurs qui font ça une fois, 60 mentions d'aide dans une saison, puis qu'ils ne le refont pas, qu'ils le refont 7 ans plus tard. Fait qu'Hudson n'a pas changé de cadence. C'est quand même intéressant. Je trouvais que ça valait la peine de souligner ça. Absolument. C'est quand même 100 points dans la Ligue nationale comme défenseur. Il va probablement le faire en 120 matchs. C'est quand même... Non, c'est quelque chose. Puis pendant le match d'hier, la Ligue nationale a publié une statistique à propos de Hudson. Il est le premier défenseur dans l'histoire du Canadien à avoir 60 mentions d'aide dans une année de calendrier. Donc, entre le 1er janvier et le match du 18 décembre. Donc, il est allé chercher... Oui, au moins, parce que dans le fond, non, c'est ça. Alors, c'est quand même assez épatant, là. Donc, depuis... Parce que là, après la fin du match, là, il est à 62 mentions d'aide en 79 matchs là, depuis le 1er janvier. Fait que, premier à faire ça. Il est tout feu, tout flamme. Il a été muté du côté gauche. Ça semble le servir énormément. Puis il est à quoi? 9 points à ses 5 derniers matchs. Et là. Ça va très bien, son affaire. Il avait traversé, mais il y avait eu une petite disette avant que cette séquence heureuse-là arrive. Il y avait eu comme juste une mention d'aide en 7 matchs. Et ça lui était arrivé comme juste une fois au début de la saison dernière. C'est le corps arrière de cette équipe-là. Là. C'est le gars qui... c'est le gars qui procure le substantifique moelle. Non, mais c'est... Absolument. C'est pas une équipe qui génère de l'attaque à la tonne, mais d'avoir un gars qui distribue la rondelle comme ça, qui trouve ses coéquipiers, qui a une intelligence du jeu élevée comme ça, c'est très précieux. Lâche pas, Lane. Peut-être un jour, tu iras aux Jeux olympiques. Slavkovski est à deux buts d'avoir 25 buts dans l'année de calendrier en 79 matchs. Une année de calendrier équivaut à peu près à une vraie saison. Suzuki est à 1 but, d'avoir 30 buts dans l'année de calendrier. Caulfield en a 35. Et Caulfield est plus 19. Suzuki plus 30. Slavkovski plus 14. C'est quand même... Seulement on jouait la saison sur l'année de calendrier, ça serait bon. OK. Ça changera. Je pense pas que ça va changer de direction. Non, j'ai pas l'impression non plus. C'est des chiffres qu'on risque de revoir à la fin de l'année... Comment qu'on dit la saison, là. Pas l'année de L'année financière. L'année financière, c'est ça. L'année financière. Au mois d'avril. Un mot sur... faut qu'on parle de Samuel? Oui, bien, c'est 4 buts accordés dans une défaite de... Mais avant ça, moi, j'ai été surpris. Oui. J'ai été surpris qu'on fasse ça. Hein? Ben, ça faisait des jours et des jours que je t'en parlais. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, Marc-Antoine, il était au courant. Parce que souviens-toi, quand t'en as parlé, j'ai fait une face. J'ai fait comme un genre de face de... Refais-la donc, ta face. Écoute, c'est une face. C'était la meilleure chose à faire pour l'athlète et pour l'équipe. Mais il pouvait pas comme juste comme s'entraîner ou je sais pas. Faut qu'il joue des matchs. Oui. Ouais, OK. C'est beau s'entraîner, mais le gardien ne va pas bien. Il a un très mauvais début de saison. Tu peux pas le laisser dans les gradins pendant 3 semaines et demie, puis après ça, dire tiens, on te donne un match, puis là, sors de ta torpeur. Là, c'est injuste pour l'athlète. Et un gardien, ça a besoin de jouer. Là. Alors, non. Puis il n'y a pas 22 places où jouer. Montréal ou Laval. La rétrogradation à des fins de conditionnement, il faut que l'athlète accepte. Ouais. Mais
Écoute, je vois pas comment un athlète dans la position de Samuel aurait pu refuser ça. Là, c'est comme travailler contre toi-même. C'est comme... Non, mais c'est juste que, tu sais, la manchette, moi, j'ai vu la manchette, Montembeault rétrogradé. J'étais comme, wow! Tu sais, c'est ça. Ouais, c'est un peu... c'est Puis trompeur. c'était un média là, que j'aime. Là. C'était pas un... C'était un média respectable. Mais ça doit quand même... faire mal à l'orgueil un petit peu. Là. Oui. Mais il doit reconnaître que c'est de ça dont il avait besoin. Parce que le ménage à 3, c'est difficile. D'une part, il joue pas assez bien pour que le Canadien lui fasse confiance au-delà des 2 autres gardiens. Peut-être que je me disais, s'il était pour jouer un autre match avec Montréal, ça aurait été hier. Mais on a préféré le rétrograder. Puis là, il jouait hier à Cleveland. Ça va être la même chose demain. Puis, dans l'intervalle, ben écoute, il voit des lancers. C'est des lancers en principe qui sont un peu plus faciles, mais c'est aussi une équipe devant lui qui est particulièrement décimée à l'heure actuelle. C'est incroyable. Alors, tu sais, c'est pas non plus... pas ça le boit de la Rocket, Ligue américaine, mais tu sais, il a été confronté à des 2 contre 1. Hier, il a cédé, je pense, devant Will Sillinger à un certain moment. Puis, en tout cas, on verra ce que ça peut faire pour son... sur sa confiance. Je trouve que même s'il a le droit d'être là pour 14 jours, le timing n'est pas génial parce que là, il va probablement être rappelé dimanche après, puis ça aura été bref. Là. Ouais. J'aurais aimé ça qu'il puisse aussi avoir un petit peu de temps pour être... c'est Marco Marciano, l'entraîneur des gardiens de but du Rocket de Laval. Il était son entraîneur dans les rangs juniors. Oui, puis ils sont en contact ensemble durant l'été. OK, je ne savais pas, moi. Donc, il y a une relation de confiance qui est établie depuis longtemps. Fait que ça, des fois, un ingrédient comme ça peut aider. Ouais. C'est-on jamais. Mais, fait que ça sera pas un séjour de 14 jours. Alors, le problème risque d'être Il va être rappelé entier. dimanche à cause du gel, c'est ça? Non? Parce qu'il n'y a pas un gel de mouvement de personnel. Ça a été annoncé comme ça dès le départ. Là. Okay. Quand on l'a envoyé, on lui a dit tu vas faire 2 matchs et tu reviens. Ouais. Bon, okay. Fait que, peut-être que le problème va rester entier au moment où il va être rappelé et qu'il va avoir encore besoin d'être réparé un peu. Là. Mais c'est une étape importante. Par le passé, je pense que c'est l'année dernière, Tristan Jarry avait été cédé pour des fins de remise en forme par les Penguins de Pittsburgh. Ça n'a pas changé de fond en comble sa saison, mais assez pour qu'aujourd'hui, les Oilers se disent « Ah, tiens, c'est de lui dont on a besoin. » Non, puis il connaissait un bon début de saison. Pourquoi? Puis écoute, il va en avoir du caoutchouc. Là, Marc-Antoine disait que l'équipe est décimée du côté du Rocket. Alex Belzile, Laurent Dauphin, Joshua Roy sont suspendus. Owen Beck, Jared Davidson, Engstrom sont à Montréal. Ça fait que manque du monde. C'est pas mal un noyau, c'est ça. On se posait la question, Arpin Bassou et moi, hier, à savoir entre 2 tonnes. Oui, c'est ça. Si le Canadien aurait eu le droit de rappeler un joueur suspendu pour agir comme 13e attaquant en réserve, puis céder Jared Davidson pour qu'il joue au Rocket pour apporter des forces fraîches au Rocket. As-tu pensé? DG, as-tu pensé? Ça, c'est du stratagème. Mais j'imagine que non. J'imagine que quand tu es suspendu dans la Ligue américaine... Honnêtement, c'est pas clair. Le règlement n'est pas noir sur blanc. Il y a un flou artistique que le Canadien aurait peut-être pu exploiter parce qu'il n'y a pas de lettre sur cette loi-là. Okay. C'est pas clair. Dans notre système juridique, ce qui n'est pas interdit est permis. Ouais. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question. Question du public, question du public. Question du public, question du public. Question du réseau. Ça, est-ce que ça a été chanté au karaoké hier? Non. Ben là! Non. C'est un tube. Non?
Elle n'est pas dans la machine. En plusieurs versions. Tu peux le plusieurs- faire ouais, en c'est plusieurs ça. versions. Non, il n'y a pas de machine. Elle est pas dans- elle est C'est pas dans peut-être ma- mieux comme ça. Je vais les appeler. On a demandé, parce que bon, il y a un peu de mouvement de personnel par les temps qui courent. J'entends par là des transactions. Puis il y a eu évidemment le blockbuster de la transaction de Quinn News. Donc, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport qui, chez le Canadien, selon vous, est un intouchable. On a eu beaucoup de réponses du type « Si Wayne Gretzky a été échangé, personne n'est intouchable. La réponse classique. » Je le résume. Sinon, Steve, justement, personne n'est intouchable. Si on te propose McKinnon pour Hudson et Demidov, on se doit de réfléchir. C'est ça. Oui. Toi, le DG en puissance, hein, le ferais-tu? C'est quoi encore? McKinnon contre Hudson et Demidov. Pense-y. Selon moi, Demidov et Hudson sont intouchables. C'est le cœur de l'opération des éléments irremplaçables. Ça, c'est Sébastien sur Facebook. Sur le Tube. Suzuki, Hudson, Fowler, Goulet, Demidov, Reinbacker. Ça, c'est Nicolas sur YouTube. Suzuki, Dobson, Matheson, Caulfield, Slav, Demidov, Goulet, Reinbacker, ça ressemble. Age sont des intouchables. Ça, c'est Sushimaki sur le Gram. Et une petite dernière sur le TOC. Charles qui dit... Marty qui dit Hudson, Suzuki, Caulfield, Slav, Matheson. C'est intéressant. Fowler, Demidov. Bon. OK, ça en fait plusieurs. Ça- Oui, beaucoup d'intouchables. c'est ça. Toi, Les gens aiment leur équipe. Moi, Oui, c'est ce que ça dénote. Hein? écoute, moi, je ne vendrai jamais ma maison. Je te le dis, là. Jusqu'à temps que quelqu'un arrive dans mon salon, on dit je t'offre 3,5 millions pour. Il y a des joueurs comme directeur général, je ne sais pas s'il y en a. Ça ne doit pas arriver beaucoup dans une carrière de directeur général, mais il y a sans doute des joueurs dont tu te dis jamais je vais me départir d'eux. Puis Arrive Bill Guérin. arrive, je sais c'est pas. ça, arrive l'occasion qui te force à réfléchir. Tu as beau avoir le plan le plus élaboré, le plus précis possible. La vie arrive Ouais. aussi quand tu es directeur général, mais Là, puis à la limite, il faut que tu sois capable de t'adapter ouais, ou de. mais tu sais, comme l'auditeur qui disait si quelqu'un t'offre McKinnon en Ouais. retour de Demidov et Hudson, tu es obligé, tu sais, les chances que ça arrive sont minces, Non, mais ben. il faut Dépendant. Faut que tu y penses. que tu y penses. Ben ouais. Ça Donc- dépend où tu es rendu avec ton équipe. Si c'est une équipe qui est proche de gagner, tu dis oui, c'est le meilleur joueur de la ligue. Là. T'sais, Donc, mais- c'est ça, mais c'est- une équipe qui est encore jeune puis qui est loin, parce que je pense que tu gardes tes billes puis tu dis on On va patienter. travaille. Il y a 30 ans, McKinnon, là, puis il gagne 12,6 millions pendant des années encore, mais c'est quand même, en ce moment, le meilleur joueur, Le meilleur joueur de la hockey au ligue. monde. Hein, c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, Puis, tu sais, pour moi, un joueur intouchable, c'est un gars qui appartient à la très, très, très fine élite. Tu sais, tu Oui, peux ils sont dire, pas- ce ils sont gars, pas c'est un- 12. C'est un monument. là. Ouais. Est-ce qu'il y a des monuments? Tu sais, il y a des très bons joueurs chez les Canadiens, mais est-ce qu'il y a des monuments de la Ligue là-dedans? Fait que Pas pense- encore. je pense pas. Non. Tu sais, Ben non. les gens aiment leur équipe, ils sont attachés à leurs joueurs, puis je comprends ça. Mais je pense pas qu'il y ait d'intouchables. non. Puis Le là, plus proche d'un intouchable, à mon sens, c'est Nick Suzuki. Caulfield est échangeable. Hudson est échangeable. Ça dépend tout le temps qu'est-ce que tu vas chercher. ouais. Là. Absolument. Mais, ouais, Nick Alors, Suzuki est probablement le titre du balado, ça va être Godin échangerait Caulfield et. C'est ce qu'il vient de dire. C'est Ouais. C'est ce qu'il vient de C'est dire. ça. Je suis pas fou. Je suis pas- tu l'as entendu, toi aussi. Bon. Puis probablement qu'avec l'intelligence artificielle, on peut ajouter échangeable demain matin. Puis là, ça susciterait des réactions. Contre un coupon rabais. C'est ça. Donc, McKinnon contre Hudson et Demidov. Est-ce que tu tires sur la gâchette? Dans la situation actuelle du Canadien, non. Oh! Ça, c'est de la bonne gestion. C'est de la bonne gestion. Hey, parlant de bonne gestion... Même si j'aime mieux McKinnon que les deux autres. Ben Parce oui, que on là, s'entend. Demidov, c'est des promesses. Là. oui. Mais c'est des belles promesses. C'est des belles promesses. C'est des belles promesses.
sur ces pingouins. À chaque année, les pingouins sont vendus. C'est comme... comment ça s'appelle? Quelque chose qui revient à chaque année là, dans le domaine. Là, on appelle ça un... Périodique? Non, pas un éphéméride. J'ai marronnier, tu sais, comme à chaque année, on fait un reportage sur la première tempête de neige ou je sais pas, là. OK. Ça a un nom, mais bon, c'est pas grave. Un incontournable. Revenez Oui. pour les leçons de journalisme. Tellement hockey. Venez pour les analyses sur le hockey. Restez pour les leçons de journalisme. Non, ils ne sont pas vendus à chaque année, mais reste que ça n'a pas duré longtemps, le règne de 2021. Fenway. 2021, le rachat. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, cette histoire-là me fascine. Mais moi aussi. D'ailleurs, ça, je vais publier une chronique là-dessus dans quelques heures, mais les Pingouins ont été vendus il y a 4 ans. Il y a 4 ans, Ron Burkle, Mario Lemieux ont vendu les Pingouins à Fenway Sports Group. Fenway Sports Group, c'est un consortium C'est gros, là. qui est contrôlé par John Henry, le propriétaire des Red Sox de Boston. Fenway Sports Group possède les Red Sox, possède l'équipe de foot de Liverpool en Premier League anglaise, le réseau des sports de Nouvelle-Angleterre, réseau télé, une écurie de NASCAR, une équipe de golf dans la Ligue intérieure de Tiger Woods. Bref, ils ont plusieurs actifs dans le monde du sport. Et quand ils ont acheté une équipe de hockey, j'étais un peu surpris parce que je me disais, est-ce que ces gens-là aiment le hockey? Est-ce qu'ils ont... Ouais. Quel est, à part le fait que ce soit un investissement ou un placement, est-ce qu'ils vont vouloir... Est-ce qu'ils vont échanger Sidney Crosby? Est-ce qu'ils vont partir avec une reconstruction puis dire on monte une nouvelle dynastie du hockey? Finalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Non. Ils ont gardé le noyau en place. L'équipe a fait participer aux séries la première année où Fenway était propriétaire. Après ça, ils ont raté les séries 3 années de suite. Fait que, bref, ça n'a pas été des années glorieuses, là. Et 4 ans après, Fenway se vire de bord, vend son équipe, 1,8 milliard, 1,7, 1,8 milliard. Donc, le double. écoute, c'est comme se pencher pour ramasser 900 millions que quelqu'un aurait laissé traîner. Ouais. Ils ont fait ils ont déplacé 900 millions pour acheter l'équipe. Ils ont regardé ça un peu aller. Carl Dubus est arrivé, a développé un département d'analyse de statistiques avancées, et de collecte de données et tout ça, plus au goût du jour. Mais à part ça, écoute, c'est 900. Ils ont doublé leur mise en 4 ans. Et la valeur, il y a 9 jours, Forbes publiait son relevé annuel qui disait que les équipes de la Ligue nationale avaient doublé de valeur dans les 3 dernières années, que la valeur moyenne est rendue à 2,2 milliards de dollars. Et la valeur moyenne des équipes? La valeur moyenne des équipes ouais. est rendue à 2,2 milliards. Et la valeur moyenne des équipes du baseball majeur est à 2,6 milliards. Et au rythme où vont les choses, bientôt, les équipes de hockey de la Ligue nationale vont valoir plus que les équipes en moyenne du baseball majeur. Et ça, c'était de la science-fiction. Ben, c'était comme dire, on va aller prendre une marche sur Mars après souper ce soir en mangeant une crème glacée. Il y avait... que c'était... Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le contrat de travail des joueurs est tellement restrictif. Les revenus augmentent en flèche. Les revenus augmentent en flèche de la Ligue. Les salaires des joueurs sont contenus. Le droit à l'autonomie est encadré de façon où il n'y a à peu près pas de gars qui se prévalent du droit à l'autonomie. Il n'y a pas d'explosion salariale parce que les salaires des super-vedettes sont limités aussi en pourcentage de la masse salariale de leur équipe et tout ça. Et là, plus la cagnotte augmente, c'est un partage des revenus 50-50, plus la cagnotte augmente d'année en année, les revenus, ils sont juste 32 propriétaires à se partager cette cagnotte-là. Là, on est rendu à 6,8 milliards cette saison, la moitié de 6,8 milliards partagés entre 32 propriétaires. Alors, ce sont des revenus garantis, un contrôle des coûts. C'est le contrôle des coûts. Écoute, c'est le modèle d'entreprise parfait. Là. Tu sais que tu es investi puis que tu n'auras jamais de déficit ou que tes coûts de main-d'œuvre vont toujours être contrôlés. Et ça fait en sorte que ça fait exploser la valeur des franchises de façon... Ça ne va pas cesser d'augmenter là, parce que la cagnotte continue d'augmenter et les revenus annuels vont être de plus en plus considérables. Et il y a des gars qui vont acheter de leur équipe, qui vont la remettre en vente. Là, ceux qui ont acheté ça, les Pingouins, la famille Hoffman là, de Chicago, ils sont contents de payer 1,8 milliard parce qu'ils savent que s'ils le revendent dans 6 ans, ils vont le revendre probablement 3,5 milliards.
Puis s'il y a une expansion, le droit d'entrée dans la Ligue nationale va osciller autour de 1,8 milliard. T'sais. Alors, dans le fond, tu regardes le prix de vente. C'est plus avantageux le prix de vente des concessions. Ouais. Puis ça donne une idée Du prix d'entrée. s'il y a une expansion. Parce que, c'est ça, à 900 millions en 2021, à l'époque où le Kraken était rentré, c'est ça. Ça avait été un petit peu dans ces eaux-là, mais là, on est... Je pense que c'est 700 quelques. Là, Moi, si j'étais propriétaire, je me battrais à la vie, à la mort contre l'expansion. Parce que je dirais, mon vieux, la tarte est divisée en 32. C'est ça, c'est assez. Et je veux mon 32e à chaque année, parce que mon 32e, il est de plus en plus gros à Touche chaque année, pas. puis je veux pas partager en 33. Touche pas à mon 32e de tarte. de tarte. Mais c'est fascinant, là. Parce que, dans le fond, là, c'est pas autant les revenus Non. au quotidien Non, parce d'une que équipe si de tu hockey. compares t'sais. avec le baseball, il n'y a pas photo là, en termes de revenus. Là. Non. Mettons, Jeff Molson, l'argent qui rentre là, à tous les jours, il en fait de l'argent, là. Mais c'est mais c'est surtout la valeur. Le jour où il va vouloir vendre, son principal capital, il est là. C'est pas dans les revenus au quotidien. On s'entend, le Canadien, on s'entend qu'il dégage un profit à chaque année. Bien sûr. Confortable. C'est une machine à imprimer de l'argent. Mais quand les Molson ont payé quoi? 500 millions? 550? Oui, c'est à peu près ça. L'équipe est rendue à 3,4 milliards à peu près. Là. Fait que en plus des profits qu'ils vont avoir générés à chaque année, ils vont toucher et ils ne possèdent pas l'équipe depuis 70 ans. Là. C'est depuis en 2010. 2009. 2009, donc ça fait 16 ans. Et puis souvenez-vous, ils avaient payé sensiblement le double de ce que George Gillette avait payé. Puis je me disais, bon sang! Les gens disaient, c'est fou. Ils sont tombés sur la tête. Mais là, la concession vaut, c'est ça. Le prix a été multiplié par 6 ou 7. Là. C'est quand même incroyable. Les sénateurs à 900 millions, c'était une aubaine? C'était un deal? Il y a 2 ans, c'était 950 qu'il a payé, M. Andlauer? J'avais 900 en tête. Ouais. Mais là, Forbes les place à 1,375 milliard déjà. C'est quand même... Ça en va 2 vite. ans. Ça va vite. Ouais. Quel placement pouvez-vous faire dans la vie? Du rendement comme ça. Qui va générer du rendement comme ça? Nulle part ailleurs. Bon, alors, c'était le conseil financier. Investissez dans le sport. Ouais. Devenez propriétaire d'une équipe de hockey. Voilà, c'est ça. DG, propriétaire, écoute, ça avance. Ça avance. Ben, Martin est mieux placé que moi pour être propriétaire que... Je ne penserais pas. Quand même. Moi, je ferai annonceur maison. Ça, c'est un bien, rôle à ma mesure. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Toute la journée, je vais me dire, j'en reviens pas qu'une équipe de hockey vale aussi cher ou presque qu'une équipe de baseball. Toute la journée, ça va me hanter. Puis c'est toi, ça. C'est ton œuvre. Le passe-temps national des Américains, les revenus du baseball majeur sont presque le double de ceux de la Ligue nationale et les équipes valent à peu près la même chose. Alors, c'est intéressant. Ça va tellement me hanter que c'est dangereux. Il va falloir que je regarde où je Ça va marche. peut-être gâcher tes fêtes, je m'excuse. C'est ruiné. Mon Noël est ruiné. Ouais. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. C'est bien cela. Merci infiniment. C'est un grand Puis, plaisir. chapeau pour j'allais dire ta bienveillance, mais c'est pas ça le mot que je cherche, pour ta force. Oui, ton endurance. T'es bienveillant, là, mais c'est pas ça que je l'ai fait. C'est pas ça que je l'ai souligné. Je suis allé dans mes derniers retranchements ce matin. Mais c'est très impressionnant. Bravo. Pour un garçon. T'as tout laissé sur la patine. T'es là. Donnez-moi 110. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci infiniment, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Et on salue Ulysse qui était avec nous en studio aujourd'hui. On salue Ulysse. Merci d'avoir été là, Ulysse. Qui est un futur membre du balado. Il y a 11 ans seulement présentement, mais je pense qu'il pourrait avoir... Il souffle. Il pourrait faire de très bons débats avec nous. Ouais. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.